Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 novembre 2015 et l'Europe confirme son rebond porté notamment par le secteur énergétique. Ce week-end, malheureusement, la France a été frappée par des attentats. Cela a engendré un gap d'ouverture baissier lundi sur le CAC, sur le DAX. On a ouvert à -1, -2, en fonction des indices, à 8 heures du matin sur les futurs lundi matin. Et les opérateurs ont considéré que c'était un trou d'air, ils ont considéré que c'était un repli sur des supports majeurs, ils en ont profité pour se placer à l'achat. Nous avons donc eu un rallye hier toute la journée sur le marché européen avec des actions qui sont bien montées. Nous avons eu des actions américaines qui ont fini en forte hausse, 1,5% de hausse quand même sur le SP500. Donc beau mouvement haussier porté par l'énergie notamment, je vous le disais. Ce matin, le rebond du CAC perdure. On aura donc repris pratiquement 170 points de hausse en l'espace de 24 heures, soit 3,5%. Ça montre bien qu'il y a une tendance fondamentale, une tendance haussière. Les actions sont recherchées. Elles le sont parfois pour de bonnes raisons, parfois moins. Hier, par exemple, on a des chiffres américains qui sont en deçà des attentes. Pour les opérateurs, cela veut dire que les États-Unis pourraient rester accommodants un peu plus longtemps. Ça, par exemple, c'est une fausse, vraie bonne nouvelle. Mais sinon, sur le fait que l'énergie rebondit, qu'on a toutes les actions du secteur énergétique et puis aussi les métaux de base. Donc on a Arcelor aussi qui profite, on a Arcelor, on a Total, on a Technip et tout cela, ça tire le CAC 40 et c'est une bonne chose. Je vous laisse prendre note, comme tous les matins, de cet avertissement sur les risques concernant les informations que l'on voit ici, les performances passées, les contrats CFD. Alors, au sommaire, donc comme d'habitude, nous allons voir quelles sont les dernières news. S'il y a des résultats d'entreprise, on arrive vraiment à la fin de la saison des résultats. Est-ce qu'il y a eu des décalages sur certains titres? Est-ce qu'on a des annonces, par exemple, de contrats? Nous allons ensuite regarder le calendrier économique, puis passer en revue les actifs, et je répondrai à vos questions si vous en avez, bien évidemment. Sur le front des entreprises, aujourd'hui Selectis annonce avoir 279,4 millions de liquidités, notamment grâce à son introduction. Selectis, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une des pharmaceutiques les plus traitées sur le marché français. C'est une société qui s'est introduite en bourse et qui là publie une situation sur sa trésorerie. Le titre en fait était en repli depuis 5-6 séances et grâce à cette annonce, eh bien, il reprend ce matin de la hauteur 10%. Selectis est une action qui est très volatile. Au début du mois de novembre, elle a pris pratiquement 100% en l'espace de 2 semaines. Donc voilà, c'est une action très sportive. Direct Energy a vu son chiffre d'affaires augmenter de 25% sur le T3, donc quand même des chiffres de bonne facture. Et c'est la raison qui fait que c'est une action qui est au marché libre. Hein. Donc c'est ALD hier. Direct Energy prend aujourd'hui 2,35%. Interparfum annonce son chiffre d'affaires pour 2016. Donc la société se mouille et annonce dès maintenant qu'elle pense que son chiffre d'affaires augmentera de 8% à 340 millions d'euros. Sur l'année de 2016, elle vise une marge proche de 12%. Donc voilà, la société compte bien attaquer et le montre au marché, le montre aux investisseurs. Sur le front international, la France propose une alliance à la Russie contre l'État islamique.
La France pourrait revoir, modifier sa constitution pour se focaliser sur l'aspect sécuritaire plutôt que sur l'aspect budgétaire. Et un accord a été trouvé avec la Grèce tôt ce mardi. Ça, c'est un bon point pour la Grèce. Donc la Grèce, souvenez-vous, il y avait une tranche d'aide de 2 milliards d'euros qui avait été bloquée. Et on attendait du gouvernement qu'il mette en place les dernières... comment dire, qu'il fasse voter au Parlement, en fait, ce qu'avait demandé la Troïka. Donc, un accord a enfin été trouvé, les 2 milliards d'aides leur sont donnés et il y a 10 milliards qui ont été alloués à la recapitalisation des banques grecques. Au niveau des statistiques, hier on a eu une statistique d'inflation en zone euro qui est ressortie supérieure aux attentes. On a eu 0,1% d'inflation contre les zéros attendus. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, l'inflation c'est vraiment d'une importance capitale pour la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne s'est donné un objectif d'inflation à 2%. Et en fait, elle opère du quantitative easing, c'est-à-dire de l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire qu'elle imprime de la monnaie pour relancer son économie dans le but de créer de l'inflation. Voilà. Donc Mario Draghi, à sa dernière conférence, s'est montré peu positif sur le moyen long terme, sur les perspectives d'inflation, alors qu'avant, ils étaient un peu plus haussiers sur l'inflation, on va dire, à la BCE. Là, ils le sont un peu moins, mais néanmoins, les chiffres d'inflation euh, ressortent un petit peu supérieurs au-dessus de zéro, ce qui est mieux que rien. Quant aux États-Unis, il y a eu la publication hier de l'indice manufacturier Empire State. Il est ressorti inférieur aux attentes et cela a repoussé un petit peu les perspectives de hausse de taux au mois de décembre. Donc je vous rappelle qu'au mois de décembre, on va avoir deux réunions, hein, la réunion de la BCE, la réunion de la Fed, que la Fed pourrait augmenter ses taux ou dire qu'elle va le faire dans un avenir très proche comme elle le fait depuis 6 mois. Et la BCE, elle, pourrait nous parler d'un nouveau cycle d'assouplissement quantitatif ou du moins d'une augmentation du programme actuellement en place. Et donc, étant donné que les chiffres sont un petit peu ressortis inférieurs aux attentes hier aux USA, la probabilité d'une hausse de taux en décembre aux USA, elle est descendue à 66%. Ce jour, quelles sont les statistiques? Eh bien, à 10h30, dans 20 minutes, nous aurons les indices des prix à la consommation et à la production pour le mois d'octobre en Angleterre. Donc, cela devrait impacter le FTSE, mais surtout la livre. À 11h, on aura l'indice ZOO, donc l'indice de confiance des chefs d'entreprise allemands notamment. À 14h30, l'indice des prix à la consommation US, 15h15, la production industrielle aux États-Unis et à 16h, un indice NAB des prix du logement pour le mois de novembre aux USA. Voilà, et je pense que l'indice des prix à la consommation à 14h30 pourrait être un des principaux catalyseurs et devrait permettre des décalages sur le marché. Donc voilà, ces dernières 48 heures de marché, les statistiques sont plus ou moins en ligne avec les attentes. Le secteur qui tire le plus, c'est le secteur énergétique porté par la bonne tenue du pétrole WTI qui avait quand même baissé 7 ou 8 séances d'affilée, si mes souvenirs sont bons. On a une salve de statistiques qui va être publiée aujourd'hui. Et on a d'autres statistiques qui seront d'importance cette semaine. Et on va maintenant passer au graphique pour voir ce que cela pourra avoir comme impact, comme décalage sur les marchés. Alors, en premier lieu, on va commencer par les indices et on va commencer par le CAC 40. Donc, en gros, depuis 10 jours, mon discours était le suivant. Le CAC 40 était dans une tendance haussière. Il avait été porté par Draghi principalement, qui, lors de la dernière réunion de la BCE, a dit qu'il pourrait augmenter le QE en temps et en montant. Donc forcément, cela avait donné un coup de fouet au marché qui était passé de 4700 à 5000 points. À 5000 points, étant donné qu'on était monté pendant 3 à 4 semaines d'affilée, qu'on avait pratiquement pris 20% en ligne droite,
Le marché a commencé à consolider. Fin de semaine dernière, il a cassé des supports sur des statistiques inférieures aux attentes. Et puis, lundi, on a ouvert avec ce gap baissier à 4700, 4720 points sur les marchés futurs. Et les investisseurs ont payé. Ils ont payé parce que la tendance est haussière, vous le voyez ici. Ils ont payé parce qu'on arrivait sur un support majeur qui était attendu et sur lequel les investisseurs se sont vraiment présentés rapidement. Après, je ne sais pas s'il y a un élan patriotique qui nourrit la hausse, mais en tous les cas, il y a pas mal d'investisseurs, de gérants de fonds qui ont dit qu'ils ne vendraient pas les obligations européennes, qu'ils ne vendraient pas des titres européens pour ne pas jouer la baisse justement. Et ça a l'air de fonctionner. Depuis, on prend 4% en ligne droite. Donc on est porté par le fait qu'on a touché un support, par une tendance haussière, par l'énergie. Et on vient de prendre 4% en ligne droite. Alors par contre, ce qui est pas mal, si vous voulez, le matin, quand je regarde les indices européens, comme ça, c'est que des fois, on ne voit pas forcément si un indice est sous résistance ou pas, s'il a encore du potentiel ou non. Et ce qui peut être intéressant parfois, c'est d'aller voir son voisin. Alors, je vous propose d'aller voir un petit peu le voisin. Le voisin, c'est le DAX. Donc, le DAX, pareil. Il a fait une ouverture sur 10 500 points et on savait qu'à 10 500, 520, il y avait un support, puisque c'était un niveau qui avait été testé ici, vous voyez, en septembre 2015. On est venu toucher support, on a repris le chemin de la hausse tout de suite, mais on reste enfermé dans une figure d'élargissement. Alors je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc on a chuté pendant 2 séances, on a retracé à la hausse pendant 2 séances. Là, on pourrait dire balle au centre. Vous voyez, on va revenir, on va arriver dans une zone de résistance autour des 10 950, 11 000 points. Il y a eu des vendeurs présents, il y a eu des mèches hautes, ça se voit sur les dernières séances. Donc là, on va arriver en zone de turbulence. J'aime bien ces dernières séances quand j'ai besoin de savoir si les indices peuvent monter un peu plus ou pas, s'ils sont résistants, etc. Regardez le FTSE. Le FTSE, en fait, c'était l'indice le plus mou, le plus à la peine des indices européens. Et donc la semaine dernière, je vous disais, vous voyez le FTSE, on est sur un support, mais je pense qu'on pourrait tracer un support en dessous, un support oblique qui est ici en vert, qui passe par les plus bas. Et je pense que si on devait y revenir, ça, ce serait une bonne opportunité peut-être de passer à l'achat mi-novembre ou fin novembre, avant éventuellement, qu'en décembre on remonte et qu'on aille chercher de nouveau les résistances, voire qu'on finisse l'année un peu plus haut. Donc la semaine dernière, eh bien, ce support a cassé, on a accéléré. En ce début de semaine, on a ouvert pile poil pratiquement donc sur la borne basse du triangle que vous voyez ici, sur donc un support oblique. Et on est reparti à la hausse. Et là, ce matin, on arrive où? Eh bien, on arrive pile sous résistance, 6270 points, résistance horizontale. On était dans un range pendant 15 jours, on en est sorti par le bas. Ça, c'est un retour sous résistance. Donc, balle au centre. Voilà, on avait des marchés haussiers, ces marchés avaient besoin de consolider, c'est ce qu'ils ont fait. On a consolidé, on est revenu rapidement sur support lundi à cause du gap, à cause des attentats terroristes à Paris. Les investisseurs en profitent de ça pour payer les supports journaliers, pour faire des rattrapages sur certains titres, pour opérer des achats à potentiellement bon prix. Et donc, on a eu une remontée rapide des cours en zone de neutralité. Voilà. Pour moi, le FTSE vient de retourner sous résistance. Le DAX va arriver de nouveau en zone de résistance. Le 440 teste ce matin sa MM20 jours. Et juste au-dessus, il y a le niveau des 4900 points. Donc voilà, je pense qu'à très court terme, on a eu un beau rebond nourri par le fondamental, le technique, des achats à bon compte. Et on pourrait peut-être avoir un reflux sous résistance, une stabilisation des cours, un repli vers les supports avant d'éventuellement repartir dans le sens de la tendance haussière. Voilà. Ça dépendra en tous les cas des chiffres économiques publiés cet après-midi, puis peut-être du Zoo publié à 11h. Une chose est sûre, faut pas aller trop vite en besogne. Voilà, donc des fois sur Twitter, vous lirez quand je marque pour une valeur ou pour un actif trop bas trop vite ou trop haut trop vite. Il y a une certaine idée de rythme, si vous voulez, sur les marchés. Quand un marché monte trop, eh bien, il aura tendance à faire des consolidations, corrections un peu violentes. Pour l'instant, on a eu un beau mouvement haussier construit sur le CAC.
une consolidation rapide, une remontée, on pourrait, si vous voulez, créer une zone de range, une zone tampon. On a failli passer baissier, on est resté neutre et on reste neutre actuellement, mais neutre ne veut pas dire haussier fort. Voilà. Et veut dire qu'on peut stabiliser et peut-être créer une base à partir de laquelle on repartira éventuellement à la hausse par la suite. Donc là, à 4890, 4900 ce matin sur le CAC, pour moi, ça fait résistance. 10 870, 80 sur le DAX, c'est aussi un niveau de résistance. Sur le FTSE, je vous ai montré, c'est 6270 points. Si on casse tous ces niveaux-là cet après-midi avec les chiffres et qu'on repart encore plus puissamment à la hausse, bon bah voilà, on aura bien validé un point bas de court terme éventuel. Et on pourra partir dans le sens de la tendance et on ira chercher les prochaines résistances journalières. Mais voilà, faut pas aller trop vite en besogne. Euh, Concernant les actions françaises, alors, donc ce matin, en forte hausse, Selectis, qui a publié donc les chiffres de la trésorerie, je vous en parlais en début d'émission. Vous voyez, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une séance de plus de baisse pour arriver pile sur mon petit rond. On disait hier qu'il fallait surveiller Selectis aux abords des 30 euros, parce que 30 euros c'était un seuil psychologique, c'est le seuil de la MM20, c'était un seuil horizontal, c'est la borne haute du canal dont on est sorti par le haut et sur laquelle on était en train de faire un pullback. Donc 30 euros, ça aurait été pile, rond et propre. Bon, malheureusement, on s'est arrêté un peu avant, à 31,50, et puis grâce à la publication du jour, le titre repart à la hausse. C'est ainsi. Zodiac, titre qui avait été sanctionné suite à la publication de ses résultats, rebondit aujourd'hui. Elle est en forme, Zodiac. Alors par contre, il faut prendre un petit peu de recul en données hebdomadaires et comprendre pourquoi Zodiac bloque actuellement. Donc Zodiac était dans une belle tendance haussière pendant 4 ans. La tendance haussière a été cassée ici par un chandelier hebdomadaire à la mi-septembre à la suite de publication de résultats inférieurs aux attentes. Et depuis, vous voyez, on bloque dessous. Donc certes, on prend 5% ce jour, mais on est toujours sous des grosses résistances. Sequana tente le double bottom sur 3,40, c'est joli. Techniquement, vous voyez, le titre Sequana, donc entre avril et septembre, était dans une phase où il y avait des tentatives de hausse, mais il n'y a pas eu de transformation de l'essai. Et puis on est revenu avec la publication des résultats au mois d'octobre sur les supports et on est venu combler un gap qui avait été laissé ouvert en avril. Un gap, c'est un trou de cotation. Quand on revient le combler et qu'on redémarre, ça valide la solidité de la tendance haussière potentiellement à suivre. Et vous voyez que ça fait un support naturel psychologique horizontal ici qui a bien été travaillé et qui a permis le rebond ces 2 dernières séances. Technip prend pratiquement 4%, donc je vous le disais, hein, c'est l'énergie qui drive la hausse. Technip, la voici en données hebdomadaires. Il y a 2 semaines, elle avait cassé sa MM20 et c'était plutôt pas mal, mais elle s'était arrêtée à 53 malheureusement, donc elle avait pris 4-5% puis elle avait reflué. On voit quand même que le titre fait des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut, donc il y a quand même une tentative de dynamique haussière sur ce titre-là. Valorec, qui est un titre que j'ai pas mal suivi aussi, mais qui avait déçu par ses résultats, tente de reprendre un petit peu de hauteur. Il y a la tentative d'une construction d'un canal, d'un drapeau. J'attends de voir un petit peu comment je vais attendre de voir mercredi si avec les stocks de pétrole, le rebond du WTI se valide, parce que pour l'instant, le WTI, même s'il a repris 2%, il est en tendance baissière. Solocal, elle est revenue donc sur son support de début novembre, mais elle l'a cassé hier. Elle rebondit un petit peu aujourd'hui. Il ne faut pas être, je pense, à 2, 3, 5% près sur cette valeur qui est ultra volatile. Il sera intéressant de voir comment elle réagit dans la zone actuelle. C'est la zone de ses plus bas annuels et historiques. Morel et Prom, on en a parlé hier, elle tente de réagir sur ses plus bas annuels, donc elle est sur ses plus bas de septembre. Elle a tenté un rebond hier, puis elle a clôturé au plus bas parce que le pétrole retombait. Puis avec la vive réaction du pétrole sur 40 ce matin, il y a un petit gap haussier. Pour l'instant, il n'y a rien de très pertinent, juste une résilience à la baisse. Eramet, ça c'est les métaux de base.
Donc elle tente aussi de rebondir. Je vous rappelle que métaux de base et énergie, en ce moment, ça va bien ensemble. Valeo, toujours en tendance haussière, est en forme ce matin. Elle essaye de s'extraire par le haut de son range. Vous voyez que sur les 10 dernières séances, la valeur s'est enfermée dans un range, mais de toute façon, le secteur automobile et les sociétés qui travaillent pour le secteur automobile restent bien orientées. Et puis Total, ça reste aussi bien soutenu, bien orienté à la hausse comme on en parlait hier. Il faudra dépasser les 46-47 euros pour que Total puisse aller chercher sa résistance suivante. C'est ça qui permettrait potentiellement aux indices de finir l'année sur leur plus haut. Genfit déçoit un petit peu. Alors je m'explique. Genfit, on attend une publication sur ce titre des nouvelles d'ici 8-10 jours, d'ici le prochain congrès de la SLD. C'est un congrès pendant lequel il pourrait y avoir une publication au sujet des avancées des recherches de la société Genfit. Pour l'instant, il n'y a rien eu. Hier, on a eu une publication selon laquelle ils lançaient donc un de leurs médicaments recherche en phase 3, ce qui est une bonne chose. Et donc, ça a entraîné une hausse des prix. On était à plus 8, plus 10%, vers 42, 43. Je vous disais, bah, on peut monter peut-être vers 47, la résistance, qui est un gap majeur, et c'est vraiment une très très grosse résistance. Et puis hier soir à 17h, je dis voilà, on a atteint les 47, mais ça reflue, on est déjà plus qu'à 43, je trouve pas ça très beau. Les volumes vendeurs en haut, dans la mèche, ça montre que des investisseurs ont profité de la hausse du titre à court terme pour sortir avant justement les prochaines nouvelles. Alors tout de suite, parce qu'il y a énormément d'investisseurs sur Genfit et que tout le monde est acheteur et tout le monde est haussier, on m'a dit oh là là, mais t'es toujours négatif sur le titre, etc. Non, j'ai toujours été factuel sur Genfit. Genfit, depuis qu'elle construit sa tendance haussière comme ça, je vous poste des graphiques souvent à 30, 33, 36, 40 et je dis voilà, le titre est soutenu en tendance haussière. Mais hier, à 47 euros, après 50% de hausse en 3 mois, et alors qu'on va arriver à une échéance importante et qu'il va y avoir publication de la société et qu'on sait que les publications de la société, ça peut être plus 20 ou moins 20. Eh bien, je dis voilà, c'est normal s'il y en a qui prennent des bénéfices sous 47 et ça peut retomber. Et on m'a dit ah oui, mais non, t'es pas factuel, etc. Donc, preuve en est ce matin, le titre perd 4,5%, soit plus de 10% depuis qu'on a touché la résistance, comme quoi ce commentaire n'avait rien dit de logique. Parrot, deuxième plus forte baisse là sur les actions, pâtit toujours de l'augmentation de capital qu'a annoncé la société hier. Areva toujours sous pression, à moins qu'il y ait un moment où une opération capitalistique, ça reste une situation compliquée, une société qui ne gagne pas d'argent. Voilà, on a fait le tour des actions. On va passer aux matières premières. Donc sur les matières premières, on va voir le gaz qui avait gapé à la hausse en début de semaine, qui a comblé son gap. Donc le gaz, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc pour ceux qui ont constaté que les stocks de gaz la semaine dernière étaient inférieurs aux attentes et que le gaz tentait un retournement, etc., le fait que le gaz retombe un petit peu, là, c'est une bonne chose. Voilà. C'est une bonne chose parce que on revient sur des supports. Et pour ceux qui souhaiteraient se présenter à l'achat, eh bien, il faudra voir si ces supports tiennent. On a les plus bas en cours de clôture. Le niveau des 2,20. Donc j'attends de voir si à un moment on va construire une base afin d'éventuellement de redémarrer à la hausse. C'est pas dit. Avec l'arrivée des températures et la baisse des stocks, c'est une possibilité, mais il faut attendre confirmation. Le cuivre encore et toujours sous pression, a perdu encore 1% cette nuit et a touché un nouveau plus bas annuel. Le cuivre est à 210 et s'approche à 195-200 de son oblique haussière de très long terme. Et donc à moyen terme, vous voyez bien qu'on est dans une tendance baissière profonde, tendance baissière nourrie par les chiffres économiques chinois qui ne sont pas très bons et par le ralentissement économique mondial. Le pétrole avait repris 3% hier en séance, avait rebondi à proximité des $40, mais aujourd'hui il consolide, donc faut transformer l'essai. Je pense que tout va se passer
dans les prochaines séances autour des 43 euros. 43 dollars, excusez-moi. Si avec les stocks de pétrole, on reprend les 43 dollars et on réintègre le range 43,50 dans lequel on était précédemment, alors ça montrera bien les velléités haussières de court terme, la présence des acheteurs. Si au contraire les stocks sont inférieurs aux attentes ou même en ligne, mais que malgré tout on repart à la baisse en direction des 40 voire plus bas, là il y aura confirmation que la tendance reste pesante et baissière. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que maintenant, les 37, les 40, les 42, 45, c'est des zones qu'on a travaillées début 2015, mi-2015, on y est fin 2015, donc on peut réagir dans ces zones-là à tout moment. Le pétrole reste sur ses plus bas des 10 dernières années. C'est ça dont il faut se rendre compte. Donc oui, ça peut baisser encore plus, mais tout bon signe concernant la croissance économique ou bien des stocks de pétrole en baisse, des choses comme ça peut avoir un impact très fortement haussier sur les cours du pétrole à court terme. Concernant l'or, l'or donc a connu un rebond épidermique hier engendré par les attentats. Qui dit attentat dit refuge, dit peur, dit que certains investisseurs achètent de l'or. Alors par contre, je préfère vous le dire, l'or valeur refuge, c'est un mythe, ça a été prouvé par de nombreuses statistiques. On peut avoir des phases haussières d'indices, l'or est sous pression, on peut avoir des phases baissières d'indices et l'or est sous pression aussi. L'or est surtout très inversement corrélé au dollar, le dollar étant haussier, l'or reste baissier. Donc hier, on a eu une réaction épidermique sous les 1100 dollars, puis c'est retombé, le dollar reste en fort, les indices restent en fort, on reste dans les équilibres que l'on connaît depuis le début de l'année 2015. Et donc là, l'or travaille ses plus bas annuels et si l'or devait franchir cette zone des 1074-73 dollars, là on pourrait avoir une nouvelle accélération baissière avec tous les stops des investisseurs qui seraient déclenchés. À la hausse, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le coton qui évolue dans une sorte de canal baissier. J'ai pas grand-chose à vous dire sur le coton. L'avoine tente une sortie par le haut de triangle. C'est assez volatile, tumultueux, mais il y a bien une tentative haussière qui, là, se déroule. Quant à l'argent, c'est la même chose que l'or. On est sur les plus bas annuels, sur un gros seuil. Et pour l'instant, pas de réaction. Et pour finir cette émission, donc, nous parlerons des devises. Alors, les devises les plus impactées ce jour, c'est le rouble et le NOK, parce qu'on a un rebond des cours du pétrole. Donc, comme je vous l'expliquais ces dernières séances, quand on a un pétrole haussier, eh bien, cela soutient le dollar canadien, la couronne norvégienne, le rouble russe, soit des monnaies de pays qui ont une forte corrélation avec le WTI. Donc là, étant donné qu'on a un beau rebond du pétrole ces dernières séances, on a ces monnaies-là qui se reprennent ce jour contre le dollar et l'euro. On a un dollar néo-zélandais qui reste sous pression et qui est en train d'effacer pratiquement tout le rebond haussier qu'on a eu au mois d'octobre. Néanmoins, ouais, donc les chiffres d'inflation sont sortis en ligne avec les attentes et il faudra voir demain soir, mercredi, donc le PPI pour la Nouvelle-Zélande. Il y a peu de statistiques cette semaine. Ce serait intéressant de voir si on a une réaction du NZD à proximité des 0,64. On avait eu un range entre 0,6240 et 0,64. On est en train de revenir sur ce range-là. Est-ce qu'on va y constater une réaction ou pas? C'est une possibilité en tout cas. Plus forte hausse AUD NZD pour la troisième séance d'affilée. Donc c'est habituel que je vous parle de cette paire-là. C'est celle qui matérialise très bien la différence qu'il y a entre les fondamentaux de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Vous avez des tendances claires qui se dessinent via des canaux horizontaux ou bien des canaux de tendance. Actuellement, on est dans un canal de tendance haussière qui est relativement propre.
Je voulais vous montrer aussi l'USD CHF ce matin. L'USD CHF était dans un canal haussier depuis plusieurs mois, tente d'en sortir ce jour par le haut. On est pile poil sur les plus hauts de l'USD CHF du mois de mars. Juste au-dessus, on a une grosse résistance. Ce sont les plus hauts du mois de janvier 2015. Est-ce que l'USD CHF va casser cette zone de prix-là et donner un signal de moyen terme à la hausse? Parce qu'en fait, cette zone de la parité sur l'USD CHF, ça fait 5 ans qu'on bloque dessous. Donc est-ce qu'on va passer en force et on va casser cette zone des 1,0240, soit les plus hauts de janvier, puis démarrer un cycle haussier long terme? Ou est-ce qu'au contraire, on va y échouer? On est vraiment à la croisée des chemins. Bon, il reste que si les États-Unis montent leur taux et ou que l'Europe fait du quantitative easing, il y a de grandes chances que cette paire-là monte. En effet, l'USD CHF est inversement corrélé à l'euro-dollar et l'euro-dollar est baissier et impacté par la politique monétaire de la BCE. Quant au CHF, lui, ne bouge pas beaucoup. Donc oui, l'USD CHF est inversement corrélé à l'euro-dollar et l'euro-dollar est baissier. L'USD CHF, lui, est haussier et le dollar américain est soutenu par la politique américaine. Donc, à moins de voir à un moment un changement de rhétorique de la part de ces banques centrales et à moins d'avoir un chandelier de retournement manifeste sur l'euro-dollar et l'USD CHF, pour l'instant, la tendance reste haussière et on est peut-être aux abords de signaux de moyen terme sur cette paire. Le GBP NZD continue de grimper, mais on va arriver sous des résistances Ishimoku. Je regardais ça hier. Voilà, on arrive pile poil sous le bas du nuage. D'ailleurs, au sujet d'Ishimoku, sachez que je ferai bientôt un webinaire sur ce sujet avec une invitée spécialiste en la matière. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le Forex. Il n'y a pas grand décalage ce jour. L'euro, lui, reste toujours sous pression et a inscrit un plus bas de 7 mois hier. Comme nous l'avons vu, 1,0820 faisait résistance et c'est un seuil qui a bloqué les cours jeudi dernier. Depuis, la baisse a repris dans le sens de la tendance et la cassure des plus bas récents ce jour en est encore une matérialisation. Donc, tant que les cours sont dans le canal baissier ici en orange, les vendeurs ont la main et les baissiers gagnent de l'argent. Voilà, sur ce, Pascal m'a demandé de passer le cuivre CGG, le gaz, c'est bon. L'USD CAD, j'ai posté un graphique sur Twitter ce matin. L'USD CAD est une paire qui est pile poil sous résistance. Effectivement, je voulais vous en parler. Donc, vous voyez, l'USD CAD en données journalières, on est pile sous résistance. Voilà. On a eu une zone de résistance touchée au mois d'octobre, on a fait une pointe en septembre, et puis là, de nouveau, on est dessous en cette mi-novembre. Je me demande si on n'est pas en train de faire une sorte de TE, ou en tous les cas de matérialiser une belle résistance à 1,3380, 1,34. Pourquoi est-ce que c'était une résistance? Eh bien, regardez à très long terme, sur 15 ans, ce que donne mon graphique. Vous avez une oblique qui passe ici en diagonale par les plus hauts de 2008-2009 qui passe par les plus hauts d'il y a 2 mois. Vous avez un niveau horizontal qui passe à 1,34 qui date même de 1993, 94, 95, 96 et qui bloque ici à 1,34. Donc c'est pas de la petite résistance, du petit niveau. Vous avez ici à 1,34 une grosse résistance et tant que le pétrole sera recherché, l'USD4 sera sous pression. Or, si les stocks de pétrole sont inférieurs demain et que le pétrole reprend les 43 $, autant vous dire que l'USD4 devrait subir des pressions accrues. En tous les cas, je trouve le timing ici relativement intéressant sur cette paire. Voilà, sur ce, il est 10h35, cette émission a duré 35 minutes, on a comme d'habitude passé les news puis les graphiques en question, j'ai répondu sur les actifs que l'on m'a demandé, je vous rappelle que vous avez un chat pour poser vos questions au quotidien. Je vous remercie à tous de votre présence, Jean-Jacques, Serge, Pascal, Toufik, à tous.
Et n'hésitez pas en tous les cas à retweeter l'enregistrement de la matinale, à en parler à vos amis, à d'autres traders, à en parler sur les forums boursiers. Si cela vous plaît. Et puis évidemment, si vous avez des corrections, des critiques constructives à faire, des choses que vous souhaitez que je change, eh bien n'hésitez pas. Envoyez un email à client avec un s @cmcmarket.fr ou bien passez un petit coup de fil au bureau et on se fera un plaisir de vous répondre, de vous aiguiller et de prendre en considération vos remarques. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit, une bonne semaine de trading et je vous dis à demain matin, 10 heures tapantes pour la matinale.